Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de physique moderne. Euh, on avait terminé le dernier cours en parlant du fait que toutes les espèces atomiques n'ont pas le même rythme de désintégration. Donc, on s'était demandé à la base pourquoi, si les atomes sont instables et qui ont tendance à se désintégrer spontanément, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont toujours pas désintégrés? Ok? Ce qui est quand même une question un peu plus... c'est quand même une bonne question, franchement. Puis on avait évoqué le fait que la mécanique quantique permet ce qu'on appelle l'effet tunnel, donc c'est-à-dire qu'il y a une probabilité pour chaque particule alpha, par exemple, dans le noyau, qu'elle traverse une barrière de potentiel alors qu'elle a théoriquement, classiquement, pas l'énergie cinétique pour le faire. Donc, on disait que typiquement, les énergies cinétiques sont de l'ordre de 5 à 10 MeV, par exemple, pour une particule alpha, puis elle va se retrouver devant une barrière de potentiel qui fait 30 à 100 MeV de haut, mais il y a une probabilité non nulle qu'elle passe à travers quand même. Ok? Donc, c'est ça qui explique le fait que certaines espèces atomiques sont radioactives, en fait. Ok? Donc, ils vont avoir tendance à se désintégrer spontanément ok, au passage du temps. Euh, on donne à l'exemple 11, on vous parle d'une source. Donc, ça, c'est déjà aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Dans l'environnement, il y a beaucoup de stuff, excusez l'expression, mais il y a beaucoup de matières radioactives dans notre environnement. Ok? Donc, ça peut être autant les. On parle des détecteurs de fumée qui contiennent des sources radioactives d'américium 241 par exemple. Euh, Ça peut être les bananes que vous mangez le matin qui sont radioactives. Vous-même, vous êtes radioactif parce que vous contenez du carbone 14. Donc, la radioactivité en tant que telle, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mortel. C'est surtout l'abus de radioactivité qui est dangereux pour la santé humaine. On se souvient pourquoi? Parce que surtout la radiation gamma va induire l'effet Compton à l'intérieur même de vos cellules. C'est ça qui peut provoquer des cancers à moyen terme. Parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que votre corps est fait pour tolérer une certaine dose de rayonnement. Euh, Votre corps est fait pour se réparer lorsqu'il est soumis à de la radioactivité. Okay? Euh, c'est quoi? On parle de 1, on dit dont l'activité est de 1 microcurie. Okay? Qu'est-ce que sont des microcuries? En fait, c'est une mesure du taux de désintégration. Donc, ça nous dit combien d'atomes vont se désintégrer par unité de temps. Okay? Euh, donc, si on regarde un petit peu, pardon, voyons, excusez. Donc, pour supposons qu'on a un échantillon qui contient N noyaux radioactifs. Okay? Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on donnait précédemment, vous avez une source d'américium. Connaissant la masse de l'échantillon, on sait combien d'atomes sont présents dans l'échantillon. On va appeler l'activité, donc la radioactivité, le taux de désintégration. Okay? Donc, celui-ci nous dit de combien le nombre d'atomes diminue par seconde, combien de désintégrations par unité de temps vont se produire. Okay? Donc, dans le fond, ça traduit la variation du nombre de noyaux en fonction du temps. Donc, par définition, c'est ce qu'on appelle la dérivée du nombre de noyaux en fonction du temps. N va être une fonction du temps. Okay? Soit lambda, la probabilité qu'un noyau se désintègre au bout d'un certain temps. Okay? Ben, l'activité, on va dire qu'elle est directement proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Donc ça, c'est une chose, ok, on va y revenir là. Euh, Remettons ça. Donc le nombre de noyaux va varier en fonction du temps parce qu'il va y en avoir qui vont se désintégrer. Donc nécessairement, le nombre de noyaux que j'ai présent dans mon échantillon va varier en fonction du temps. Nous, on aimerait savoir comment il varie en fonction du temps. OK? On a besoin de connaître essentiellement deux choses. OK? On a besoin de connaître la probabilité qu'il se désintègre. OK? Donc ça, c'est la probabilité. Donc un pourcentage, si vous voulez. Probabilité de désintégration. OK? Donc ça va être intégration par unité de temps. OK? Donc, mettons, on va dire au bout de une seconde, j'ai une chance sur deux de me désintégrer. OK? 50% donc la constante lambda serait 0,5 par seconde. OK? Puis, les premières recherches sur la radioactivité, si on remonte à l'époque de Becquerel,
nous avait montré déjà des résultats intéressants. Donc, au début, on pensait à la limite que c'était de la chimie qui se produisait. Il y avait du dégagement d'énergie qui se produisait constamment dans les échantillons de sel d'uranium qui étudiait Becquerel, par exemple. Ben, on a réalisé que c'était pas chimique, ça j'en ai déjà parlé, en mesurant l'énergie par euh, des intégrations qu'on observait. Donc, dans le fond, en fonction de la taille de l'échantillon, on remarquait que la quantité d'énergie qui était dégagée était démesurée, là, littéralement démesurée, des ordres de grandeur au-dessus de ce que la chimie nous avait montré auparavant. Puis un autre indice comme quoi ce qui se produisait n'était pas relié à la chimie des espèces atomiques impliquées, c'est que la probabilité, ben dans le fond, l'activité, la quantité d'énergie qui était dégagée par un échantillon radioactif ne dépendait pas de la température, ne dépendait pas de la pression, ne dépendait de rien. OK? Puis on sait que les réactions chimiques sont souvent très sensibles à la température ou à la pression, à des choses comme ça. Donc on avait beau faire varier la température de l'échantillon, la quantité d'énergie qui était émise par notre échantillon ne variait pas dans le temps. Donc, on a réalisé une fois de plus que l'activité était indépendante de tout ça. OK? Donc, l'activité qu'on définit comme R, qui est le taux de désintégration. Donc, imaginez que vous avez, je sais pas moi, je regarde le nombre d'échantillons en fonction du temps. OK? C'est quelque chose qui diminue. OK? Mais nécessairement, la pente de ça, OK? Si je veux savoir comment varie le nombre d'échantillons en fonction du temps, ça va être une quantité qui est négative. OK? Donc, parce que mon nombre d'atomes diminue dans le temps. Je veux mesurer le taux d'activité, donc le nombre de désintégrations par seconde, mais ça va être juste moins dN dt. OK? Parce que j'ai une quantité positive. Je veux temps de désintégration par unité de temps. J'ai une quantité positive. Donc, je vais mettre moins dN sur dt pour que ça me donne une quantité positive. OK? On remarque, la seule chose qu'on a, puis après, pour relier ça ensemble, c'est de se dire, mais si mon échantillon est deux fois plus gros, je vais avoir deux fois plus de désintégration. Donc, l'activité est directement proportionnelle au nombre de noyaux. OK? Donc, tant que la probabilité qu'un atome se désintègre est indépendante de tout, OK, ben, l'activité va juste être proportionnelle au nombre de noyaux. Si j'ai deux fois plus de noyaux, je vais avoir deux fois plus de désintégration par unité de temps. OK? Donc, l'activité doit être proportionnelle au nombre de noyaux. Comment est proportionnelle? Ben, on sait que plus la probabilité que ça se produise est grande, plus l'activité va être grande. Donc, l'activité est définie comme étant lambda fois le nombre de noyaux. OK? Donc, l'activité, le nombre de désintégrations par unité de temps, dépend de quoi? De la probabilité que mon événement se produise, puis dépend du nombre de noyaux dans mon échantillon. Si je double le nombre d'échantillons, je vais doubler l'activité. Si je double la probabilité que l'atome donné se désintègre, ben je double le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc, c'est vraiment juste comme du gros bon sens. OK? Là, on peut le trouver assez facilement n en fonction du temps. OK, pourquoi? Quelle est la fonction qui est proportionnelle à sa propre dérivée? OK. Mais c'est la fonction exponentielle. OK. Donc, à une constante près, ça va être e fois n fois e à la moins lambda t. OK. Donc, pardon, c'est la fonction qu'on connaît qui est proportionnelle à sa propre dérivée. OK. Donc, comment varie le nombre de noyaux dans un échantillon radioactif? Il va tout simplement varier de façon euh, exponentielle, va décroître, une décroissance exponentielle. On a ici deux temps, donc ça c'est le nombre de noyaux en fonction du temps ici. On a deux temps pour nous qui sont le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, par définition, c'est le temps que ça prend pour que la moitié de l'échantillon disparaisse. Puis, si on met t est égal à 1 sur lambda dans notre expression ici, OK, qu'est-ce qu'on va trouver? Juste pour la forme ici. Donc, supposons que je mets t est égal à 1 sur lambda. Ben, je trouve que n est égal à n0 fois e à la moins 1. Donc, je trouve que n est égal, si je le calcule, à 0.37 fois n0. OK. Donc, c'est le temps que ça prend. Euh, Dans le fond, la constante lambda apparaît naturellement si vous êtes capable de trouver où le nombre est 0.37 fois le nombre initial, mais ça vous donne une idée de la probabilité de désintégration aussi directement. OK?
Euh, donc c'est ça. Pardon. Voyons, excusez. Aussi, comme l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux, ok, comme R est égal à moins lambda. Euh, Voyons, excusez. Ici on l'a. Donc, comme R, c'est l'activité qui est proportionnelle au nombre de noyaux. Puis comme N, c'est N0 fois L à moins lambda T. OK? Ben, on a que R, puis je vais vous faire ici, dans le fond, j'aime mieux faire ça. Donc, R est défini comme étant moins dn dt et est proportionnel au nombre de noyaux. On sait aussi que l'activité décroît de façon exponentielle. Donc, R va varier lui aussi en fonction du temps. L'activité, par définition, va varier en fonction du temps parce que N varie en fonction du temps. C'est lambda fois N0 fois E moins lambda T. Mais si R, c'est lambda fois N, alors l'activité initiale R0 va être lambda fois N0. OK? Donc, c'est l'activité initiale, ce qui dit que l'activité va décroître de façon exponentielle elle aussi. Donc, mon échantillon, au fur et à mesure que le temps passe, va être moins radioactif. OK, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a une proportion importante des atomes qui vont s'être déjà désintégrés. Donc, il en reste de moins en moins qui peuvent se désintégrer. Donc, il va y avoir de moins en moins de désintégrations par unité de temps. Puis, le nombre de désintégrations par unité de temps va décroître de façon exponentielle. Et où ma souris? Je cherche mon curseur. Ça rappelle des souvenirs. Voyons. Et où mon curseur? My God. C'est ce qui arrive quand tu as trois écrans à gérer en même temps. OK? Donc, les unités de mesure de l'activité. Donc, on va utiliser le becquerel, OK, qui est l'unité l'unité intuitive, entre guillemets. Là. Donc, un becquerel, c'est une désintégration par seconde. OK? Donc, c'est l'unité du système métrique. OK? Mais historiquement, on utilise le curie. OK? Un curie, à l'honneur de Marie Curie, bien évidemment, ça correspond à 3,7 fois 10 à la 10 becquerel. Je me souviens jamais exactement de la définition du becquerel, du Curie. Euh, c'est relié à l'activité euh, du 1 gramme de radium. Bon, c'est ça. OK. Donc, prenez 1 gramme de radium pur. OK. Euh, Vous allez avoir euh, dans cet échantillon 3,7 fois 10 à la 10 désintégrations par seconde. OK. Donc, c'est ça la définition d'un Curie. OK. Euh, Puis, vous notez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler d'autres types d'unités, comme les REM par exemple, ok, ou les RAD. Ok. Ben, ça, il faut faire attention. C'est des unités qui sont reliées à l'interaction entre la radioactivité et le corps humain, par exemple. Donc, les Becquerel et les Curie, c'est vraiment des unités physiques qui disent combien de désintégrations par unité de temps vont se produire dans un échantillon radioactif. Les RAD, les REM, c'est des unités qui traduisent l'absorption par le corps humain de la radioactivité. OK? Donc, il faut les distinguer un peu. C'est pas autant des unités physiques, là, si on veut, les REM puis les RAD. OK? Mais c'est quand même des unités qui vont revenir régulièrement. Mais sauf pas dans notre cours. Donc, si vous écoutez la série Tchernobyl, que je vous recommande très chaudement, d'ailleurs, franchement, j'ai été impressionné par la, la qualité de cette émission-là. Là. Je vais y revenir quand on va parler de ce qui s'est produit là-bas, là. Mais j'ai été franchement impressionné par, par la série Tchernobyl. On parle justement de ces types d'unités de mesure-là. Vous avez des gars avec des détecteurs, de, des compteurs Geiger portatifs. Euh, on parle d'unités comme les REM, les RAD là-dedans. C'est des unités qui traduisent l'absorption par le corps de la radioactivité ambiante. Donc, si on vient à notre petit notre problème initial,
Donc, on disait, dans cette situation-là, on disait les détecteurs de fumée, donc si on revient à notre problème 11, on dit la plupart des détecteurs de fumée contiennent une source radioactive d'américium 241 dont l'activité d'un microcurie. Combien de particules alpha le détecteur émet-il à chaque minute? Ok. Donc, comment ça fonctionne un détecteur de fumée à la base? Ok. Donc, dans la catégorie voici ce qu'on apprend aujourd'hui. Euh, donc, vous avez une source radioactive, donc vous avez une petite chambre d'ionisation ici qu'on appelle, qui renferme un échantillon d'américium 241 qui est radioactif, qui émet des particules alpha. Puis vous avez deux plaques de métal ici, ok, soumises à une différence de potentiel. Donc la pile crée une différence de potentiel entre les deux plaques. Puis la différence de potentiel est faite de façon à attirer les particules alpha. Donc les particules alpha étant chargées positivement, ils vont être attirés vers la plaque du haut. Ok. Donc ce qu'on va avoir, c'est un courant électrique qui va apparaître. Dans le fond, on a toujours des particules alpha qui frappent la plaque du haut, donc qui vont revenir, puis on va avoir comme ça un courant électrique dans notre circuit. Donc, tant qu'un courant électrique est détecté, il n'y a pas de problème. Ok. Le problème, c'est que si vous avez de la fumée qui passe entre les deux plaques, ici dans la chambre d'ionisation, la fumée est assez est capable de bloquer le flux de particules alpha. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que les particules alpha, au lieu d'être collectées par la plaque du haut puis de créer un courant, ils vont être absorbés. Donc, en étant absorbés, ils ne créeront plus le courant. Puis là, le détecteur de fumée va réaliser qu'il y a quelque chose qui se produit, puis il va activer la sirène. Donc, c'est le principe de fonctionnement derrière un détecteur de fumée, pardon. OK. Donc, on nous dit quelle est l'activité, combien de particules alpha le détecteur émet-il à chaque minute? Ben, si l'activité initiale du détecteur est de 1 microcurie, ça veut dire qu'il y a 3,7 fois 10 à la 4 désintégrations par seconde. OK. Donc, parce que 1 curie, on s'entend, c'est 3,7, c'est 10 moins 6 fois 3,7 fois 10 à la 10. Donc, 3,7 fois 10 à la 4. Okay. Nous, on veut savoir combien il y en a pendant une minute. OK. Donc, on fait 60 secondes dans une minute fois 3,7 fois 10 à la 4 désintégrations par seconde. Ça donne à peu près là, 2,22 fois 10 à la 6 désintégrations par minute. OK. Donc, est-ce que c'est dangereux pour la santé? OK. La réponse est non. OK. C'est contenu à l'intérieur de la chambre d'ionisation. C'est des particules alpha de très faible énergie. C'est pas ça qui est le plus dommageable pour la santé humaine. OK. Vous avez en particulier le rayonnement gamma qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux. OK. Puis ça, si on revient aux premières expériences de Rutherford là-dessus, quand ils ont découvert des sources de particules alpha, euh, ben en fait, si on remonte, je suis plus sûr que je l'ai parlé de ça. Comment on a fait pour savoir que les particules alpha c'était des noyaux d'hélium? Ça, c'était une expérience très simple, mais très intéressante en même temps. Euh, on savait que les particules alpha ont un certain pouvoir de pénétration. Ok. Donc, par exemple, Rutherford, ce qu'il faisait, c'est qu'il il y avait sa source radioactive, puis là, littéralement, il allait mettre en avant de la source essentiellement n'importe quoi, puis il allait essayer de détecter les particules alpha avec un détecteur de l'autre côté. Puis, généralement, c'est juste une plaque qui commence à briller dans le noir. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il augmentait l'épaisseur de ce qu'il absorbe, puis après ça, il regardait comment variait l'activité, comment en fonction de l'épaisseur de ce qu'il avait mis devant. Quand vient le temps d'essayer d'identifier c'est quoi les particules alpha, ce qui s'est dit, c'est ben, les particules alpha sont capables de traverser une mince couche de verre, okay, par exemple. Donc, très mince couche de verre. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il plaçait son échantillon radioactif à l'intérieur d'une bulle en verre. Okay. Cette petite pastille-là, il la mettait dans une plus grande capsule. Okay. Donc, ça, c'était scellé à l'intérieur. Donc, vraiment, là, une bulle en verre scellée avec un échantillon radioactif à l'intérieur. Il place ça dans une seconde enceinte dans laquelle il fait le vide. OK? Donc, il fait le vide dans cette enceinte-là. OK?
Puis cette enceinte-là a des parois suffisamment épaisses pour empêcher les particules alpha de sortir. Qu'est-ce que vous pensez qui se produit? OK? Donc, vous avez une cavité dans laquelle il y a le vide. Les particules alpha sont émises par l'échantillon, mais sont incapables de traverser la deuxième barrière. Donc, ils vont tranquillement s'accumuler à l'intérieur de l'enceinte dans laquelle on a préalablement fait le vide. OK. Puis ensuite, ce que Rutherford a fait, c'est qu'ils ont mesuré le spectre. OK. Donc, ils ont pris ce tube-là, le gaz qui s'était accumulé, ils l'ont soumis à des décharges électriques, puis ils ont regardé le spectre de la, des particules alpha, puis ils ont remarqué que le spectre des particules alpha était absolument identique au spectre de l'hélium. Donc, ils en ont conclu que les particules alpha étaient des noyaux d'hélium, tout simplement. Donc, c'est vraiment une expérience qui est relativement simple, mais qui est relativement aussi très ingénieuse, franchement. Là, bravo. OK. Mais bref, c'est juste une petite parenthèse. Donc, les particules alpha n'ont pas un très grand pouvoir de pénétration. Ne sont pas très, très dangereuses pour la santé humaine. OK. Vous avez des choses qui sont beaucoup plus. En particulier, si on regarde... attends une seconde. OK. Donc ici, on a une petite table qui est popée pour donner une idée de la quantité de radioactivité que vous pouvez encaisser et donner en sieverts. OK, donc les unités sont des sieverts ici. C'est une mesure de l'effet de la radioactivité sur les cellules humaines. OK? Donc, c'est pas la même affaire que, euh, comme on disait dans le cas des Curie, puis pardon, des Curie ou des Becquerel. C'est vraiment comment le corps absorbe le rayonnement. Donc, c'est une unité plus biologique, si on veut. Déjà en partant, juste le fait de dormir à côté de quelqu'un fait en sorte que vous allez encaisser de la radioactivité. OK? Pourquoi? Parce que tout le monde est radioactif. OK? On parle de 0.05 microsievert. Donc, pour mettre les choses en perspective, euh, le background normal. OK? Là, donc, évidemment, dans l'environnement, il y a des isotopes radioactifs qui sont présents. Pardon. Euh, Normalement, vous allez encaisser dans une année normale environ 4 millisieverts de radioactivité, de rayonnement. OK? C'est sûr que ça ne vous rend pas malade. Pour avoir un risque, ne serait-ce que légèrement accru d'avoir des cancers, il faut commencer à 100 millisieverts par année. OK? Donc, la dose normale de radioactivité que vous encaissez est 25 fois plus petite que ce qui est relié clairement à une augmentation du risque de développer des cancers. Donc, pas à choper un cancer, là. Juste avoir un plus grand risque d'avoir un cancer, il faudra encaisser 100 millisieverts par année, qui est 25 fois la dose normale que vous allez encaisser dans une année. Pour mettre les choses en perspective, euh, si on compare de ce 4 millisieverts-là, juste le fait de manger une banane contribue à 0.1 microsievert. OK? Donc, 0.1 microsievert, là, c'est comme pas grand-chose. OK? Comparé à 4. Donc, vous pourriez manger, si vous mangez 10 bananes, c'est 1 microsievert. Puis après ça, vous multipliez ça par 4000. Donc, vous pourriez manger à peu près 40 000 bananes dans l'année euh, avant d'accoter ça. OK? Donc, je pense que si vous mangez 40 000 bananes dans votre année, vous allez vous tanner des bananes avant de mourir d'un cancer anyways. OK? Fait que ça, c'est pas un enjeu ici. OK? Si vous allez chez le dentiste, vous passez des rayons X, 5 microsieverts. Une journée normale, 10 microsieverts. Un vol en avion, 40 microsieverts. Pourquoi? Parce que vous êtes en haut de l'atmosphère, donc il n'y a pas toute l'atmosphère pour absorber le rayonnement cosmique.
qui peut évidemment être dommageable pour la santé. OK? Donc, les, on dit par exemple, si vous viviez à Tokyo dans les semaines suivant l'accident de Fukushima, vous allez encaisser 40 microsieverts de radioactivité en moyenne. Évidemment, là, toutes ces choses-là, c'est des moyennes. Là. À Three Mile Island, qui est un autre accident nucléaire qui s'est produit aux États-Unis, 80 microsieverts. À Fukushima même, 2 semaines après l'accident, la dose totale absorbée, 100 microsieverts, donc c'est quand même pas, on n'est même pas à la dose typique normale. OK? Donc, excusez, je viens d'éternuer. Euh, c'est juste le potassium qui est dans votre corps, comme on en parlait, là, pas loin de 400 microsieverts, donc à peu près 10% de la dose annuelle, c'est juste le potassium qui est dans votre corps. OK? Donc, tu sais, faut pas capoter. C'est ça que ça veut dire. OK? Euh, ce qui est permis d'encaisser au maximum. Donc, si vous allez chiller à Tchernobyl en 2010, c'est à peu près 6 millisieverts. Évidemment, ça varie, là. OK? Que vous alliez encaisser en 1 heure. OK? Pour les travailleurs dans les centrales nucléaires, ceux qui sont exposés à la radioactivité, 50 millisieverts est toléré par année, ce qui est quand même la moitié. Là, commence à s'approcher de quelque chose de pas pire, là, parce que c'est la moitié de ce qui est relié à un risque de cancer. Donc, il n'y a aucune étude sérieuse qui montre que des doses de radioactivité inférieures à 100 millisieverts sont associées à un risque accru de développer un cancer. OK? Évidemment, si vous étiez un travailleur à Fukushima pendant que ça s'est produit, probabilité étant que vous êtes au-dessus de ça. Donc, il y en a qui ont encaissé jusqu'à 200 millisieverts dans une très courte période de temps. Ça c'est même pas assez pour rendre malade. Pour rendre malade, il faudrait encaisser sur une très courte période de temps l'équivalent de 400 microsieverts, ce qui est 100 fois pardon, ce que vous allez encaisser pendant 100 ans. Donc, prenez à 4 millisieverts par année, qui est le rayonnement ambiant normal, multipliez ça par 100, okay? Donc 400 millisieverts. Si vous recevez ça sur une très courte période de temps au lieu de recevoir sur une vie de 100 ans, là, vous pourriez développer des symptômes de maladie. On laisse les travailleurs dans des situations exceptionnelles encaisser jusqu'à 100 ou 250 millisieverts. Dans les cas exceptionnels, c'est vraiment pour permettre aux... D'ailleurs, c'est une des façons qui procédait à Fukushima. Ça aussi, on va y revenir, mais il y avait une rotation dans le personnel. Les gens portaient des compteurs Geiger portatifs, allaient travailler sur le terrain. Quand ils atteignaient tant de radioactivité, revenaient et laissaient place à quelqu'un d'autre. OK? Là où ça devient dangereux pour la santé vraiment, c'est quand on parle là, de cas de 2000 millisieverts, donc 2 sieverts, 4 sieverts, 8 sieverts, là vous allez mourir. Okay, là, vous avez des bonnes chances de mourir. À 8 sieverts, vous mourrez exactement, ça c'est sûr. Donc pour vous donner une idée, 8 sieverts, ça correspond à quoi? Ben, après l'accident de Tchernobyl, passer 10 minutes à côté du réacteur, c'est 50 sieverts. Donc c'est 5 sieverts par minute. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est après 1 minute et demie à côté du réacteur, après l'accident, vous étiez toasté par la radioactivité complètement. OK? Donc, il n'y a pas eu une tonne de morts au moment de l'accident de Tchernobyl. Ça aussi, on va en parler plus en détail plus tard, là. Mais c'est quand même intéressant de regarder tout ça. Donc, pour mettre les choses en perspective, il y a de la radioactivité ambiante. OK? Euh, Normalement, la radioactivité ambiante, à peu près 4 millisieverts. Il n'y a rien là-dedans qui est susceptible de vous rendre malade ou même pas d'augmenter le risque de cancer que vous avez. OK. Bon, c'est juste une petite parenthèse ici. Bon, donc ceci étant dit, ça vous donne une idée un peu des conséquences sur la santé de l'exposition à la radioactivité. Euh, Changeons de sujet légèrement. Prenons l'exemple 12. On dit un laboratoire possède 1,5 microgrammes de polonium 210 pur, dont la demi-vie est de 138,8 jours. On vous demande combien de noyaux radioactifs sont initialement présents dans l'échantillon. Donc, qu'est-ce que c'est que la demi-vie? Ça, c'est peut-être un concept que dont vous avez déjà entendu parler. C'est le temps que ça prend pour que, c'est vraiment la définition niaiseuse, c'est le temps que ça prend pour que vous perdiez la moitié de votre échantillon.
OK? Donc, le temps pour que le nombre de noyaux radioactifs diminue de moitié, pour que la moitié de votre échantillon se désintègre, c'est ça qu'on appelle le temps de demi-vie, OK? Qu'on définit comme T une demi. Supposons par exemple qu'on prend l'azote 13 qui a une demi-vie de 10 minutes, OK? Puis que, mettons, initialement, on a un échantillon qui contenait 4000 noyaux, OK? D'azote 13. Mais par définition, après 10 minutes, cet échantillon-là va avoir diminué de moitié. OK? Il va être passé de 4000 à 2000 en 10 minutes. En 10 minutes de plus, il va être passé de 2000 à 1000. OK? En 10 minutes de plus, il va être passé de 1000 à 500. Donc, on perd toujours la moitié de l'échantillon à toutes les demi-vies. Donc, peu importe où on commence, on sait qu'une demi-vie plus tard, on va avoir la moitié de ce qu'on avait, OK, précédemment. OK. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer le relier à la constante lambda? OK, cette demi-vie, comment on peut la relier à la constante lambda? Pardon. Nous, on sait comment varie le nombre d'échantillons en fonction du temps. C'est n0 fois e à la moins lambda t. OK. Nous, on dit après t à t égale t une demi, le nombre d'échantillons est égal à la moitié du nombre d'échantillons qu'on avait dans notre échantillon initialement. Qu'est-ce que je viens de dire là? Le nombre d'atomes, le nombre de noyaux dans notre échantillon va être la moitié du nombre de noyaux qu'on avait initialement dans notre échantillon. Donc, on va substituer ça dans l'équation qu'on a ici. Donc, on a une demi n0 est égal à n0 fois e moins lambda t demi-vie. Ça ne dépend pas du nombre de noyaux qu'on avait initialement. Donc, une demi est égal à e à la moins lambda t une demi. On va prendre le log de chaque côté. Donc, le log de 1 moins le log de 2 est égal à log de e, donc moins lambda t demi-vie. Il me reste log de 1, ça vaut 0. Donc, il me reste le moins puis le moins s'annule. Donc, le temps de demi-vie est égal à log de 2 divisé par lambda ou encore 0.0693 divisé par la constante de désintégration. Donc ici, ce qu'on remarque directement, c'est comment évaluer la constante lambda. Okay? Prenez un échantillon, mesurez le temps que ça prend avant que la moitié de l'échantillon disparaisse. De ça, vous pouvez déduire c'est quoi la probabilité lambda que votre échantillon se désintègre pendant une certaine période de temps. Donc ça, c'est... Puis si on regarde au niveau des unités, la constante lambda est en désintégration par unité de temps. C'est une probabilité par unité de temps. Donc, quelque chose, pas d'unité, sur des par unité de temps, ben les unités de temps s'en viennent en haut. Donc, c'est vraiment un temps ici, OK, qu'on mesure. Euh, les demi-vies, je pense que c'est ce que je connais qui varie le plus sur le plus grand nombre d'ordre de grandeur. Je dis ça n'a aucun sens. Vous avez des substances qui ont des demi-vies de l'ordre de 10 à la moins 20 secondes. OK? Donc, des substances qui ont une durée de vie complètement ridicule. OK, là. Donc, ça va être souvent les atomes les plus lourds qui sont créés artificiellement en laboratoire. Pourquoi ils n'existent pas dans la nature, entre autres? Mais parce qu'ils sont très, très, très instables. Donc, vous réussissez à le créer 10-20 secondes plus tard, vous avez perdu la moitié de votre échantillon. 10-20 secondes, on s'entend-tu que c'est pas très long. OK? Donc, ça, c'est les demi-vies les plus courtes. Les demi-vies les plus grandes vont être de l'ordre du milliard d'années. OK? Donc, de l'ordre de 10 à la 16 secondes, par exemple. OK? Donc, ça, c'est de l'ordre du milliard d'années ici. Là. OK? Par exemple, euh, l'uranium, OK, qui est l'atome naturel le plus lourd, OK, ben lui a une demi-vie de l'ordre du milliard d'années. Donc, naturellement, l'uranium se désintègre lentement. Attendez 1 milliard d'années, vous allez avoir à peine la moitié de l'échantillon qui va s'être désintégré. OK? Donc, c'est une des raisons pourquoi on en trouve relativement beaucoup dans la croûte terrestre. C'est parce qu'il se désintègre relativement lentement. OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais quand ça se fait qu'on réussit à faire des réacteurs nucléaires avec ça, si ça se désintègre pas plus vite que ça, c'est parce que ça, c'est la radioactivité naturelle de l'uranium. OK? Dans les réacteurs nucléaires, comme dans les bombes, on va activement chercher à briser l'uranium. OK? Donc, c'est pas la même type de réaction. OK? Euh, on dit quel est
dans notre échantillon de polonium, combien de noyaux radioactifs sont initialement présents dans l'échantillon? OK. Ben, supposons qu'on a justement, on cherche le nombre initial de noyaux dans notre échantillon. OK. Donc, nous, on sait que du polonium 210, par définition, c'est 210 grammes par mol. OK. Là, on va aller jouer avec les mols, les masses molaires. OK. Euh, donc, premièrement, si j'ai un échantillon qui fait 1,5 microgrammes, il fait donc 1,5 fois 10-6 kilos. OK. Grammes, pardon, pas kilogrammes. 1,5 fois 10-6 grammes. OK. On multiplie par le nombre d'Avogadro. OK. Je sais que dans une mole, j'ai 6,02 fois 10 à la 23 noyaux dans une mole, atomes par mole ou noyaux par mole. Puis, mon polonium 210, par définition, a une masse molaire de 210 grammes par mol. OK. Donc, si je regarde les unités, gramme sur gramme, par mol sur par mol, il reste juste les noyaux, les atomes. Donc, mon N0 va être de 4,3 fois 10 à la 15 noyaux dans mon échantillon de 1,5 microgrammes. Okay? Donc 1,5 microgrammes de polonium, j'ai 4,3 fois 10 à la 15 noyaux de polonium dans cet échantillon-là. Okay? On dit que la demi-vie est de 138,8 jours. Quelle est l'activité initiale de l'échantillon en millicurie? Okay? Donc, ça c'est la réponse à A. En B, on dit OK. Donc, quand ce qu'on nous donne, on nous donne le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, 138,8 jours. Puis qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'activité initiale R0. On sait que R0 est égal à lambda fois N0. Donc, j'ai besoin de trouver lambda. OK? On sait que lambda est relié à la demi-vie. OK? On sait que lambda, c'est log de 2 divisé par temps de demi-vie. OK? Donc, moi ici, ce que je veux, c'est je veux l'activité en par seconde, ici. OK? Donc, ben, on peut le faire comme on veut ici. Si je prends 138,8 jours, ben, la constante lambda va être de 5 fois 10-3 par jour. Donc, je vais avoir 5 fois 10 à la moins 3 des intégrations par jour. Donc, la probabilité que mon échantillon qu'un atome donné se désintègre est d'à peu près une chance sur 5000 okay, dans une journée. Okay. Une chance sur 2000, pardon. Okay. Ben, excusez. Donc, ça me permet d'évaluer R0, qui va être 5 fois 10 moins 3 fois le nombre d'échantillons initial, 4,3 fois 10 à la 15. Donc ça, il faut faire attention. Ça, c'est des par jour. Puis ça, c'est des noyaux. Donc ça va me donner 2,15 fois 10 à la 13 des intégrations par jour. OK. Nous, on le cherche en millicurie. OK. Donc là, c'est juste de transférer ça en unité. Donc, si j'ai 2,15 fois 10 à la 13 désintégrations par jour, je vais premièrement transformer en jour par seconde. OK? Donc, je veux des désintégrations par seconde. Donc, je vais faire jour sur heure, heure sur minute, minute sur seconde. OK? Là, il va me rester quoi? Les jours, les heures, les minutes disparaissent. Il me reste des désintégrations par seconde. Je sais que dans un jour, j'ai 24 heures, que dans une heure, j'ai 60 minutes, puis que dans une minute, j'ai 60 secondes. Donc, ça me donne 2,49 fois 10 à la 8 des intégrations par seconde. OK? On sait qu'un becquerel, que ça c'est des becquerels, qu'un curie, c'est 3,7 fois 10 à la 10 des intégrations par seconde. Ça veut dire qu'un millicurie, c'est 3,7 fois 10 à la 7 des intégrations par seconde. Donc ça ici, ça correspond à quoi? OK? Si j'ai un millicurie qui est 3,7 fois 10 à la 7, 2,49 fois 10 à la 8, c'est combien?
je fais juste une petite règle de 3, puis je trouve que mon activité ici, initiale, est de 6,74 fois 10 millicuries. OK. Voyons, excusez. OK. C'est CI, c'est pas CU. OK, j'ai écrit CI depuis tantôt, là. Excusez, là. J'ai un petit peu fuzzy à matin, là. Non, c'est pas vrai. Je suis top shape, mais c'est juste que les unités, là, ça me tue. OK. Donc, c'est juste, vous remarquerez, là, on a juste joué avec des unités depuis tantôt. OK. Donc, comment trouver le nombre de noyaux? Ben, on utilise la définition de la masse molaire, qui est donnée, dans le fond, directement par le numéro atomique. OK. Le nombre de masse, pardon. Le nombre d'Avogadro. Euh, pour trouver l'activité, on a relié ça au temps de demi-vie. Après, ben là, il serait juste à jouer avec les unités un petit peu ici pour trouver ce qu'on cherche en bout de ligne. Mais c'est vraiment, c'est pas super compliqué. C'est juste de regarder comme il faut, se familiariser avec les unités. On dit quelle serait l'activité de l'échantillon au bout de 5 semaines finalement. OK? Donc, nous, on sait que l'activité décroît de façon exponentielle. Euh, Nous, on cherche l'activité alors que l'activité initiale est de 6,74 millicuries. Puis la constante lambda ici, c'est 5 fois 10 à la moins 3 par jour. OK? Donc, si j'utilise lambda en jour, en par jour, il faut que j'utilise T en jour. 5 semaines, c'est 5 fois 7. OK? Donc, ça, c'est. Autrement dit, il faut toujours que mon exposant ait pas d'unité. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose exposant quelque chose si vous avez des unités dans un exposant. OK? Donc, si ça c'est en secondes, puis ça, il faut que ça soit par seconde. Si ça c'est en minutes, il faut que ça soit par minute, ainsi de suite. Vous pouvez travailler avec n'importe quelle unité, autrement dit. L'important, c'est juste qu'il faut travailler dans la même unité de temps pour les deux quantités. Donc, si je prends ma constante en par jour, je vais travailler avec le nombre de jours. En 5 semaines, il y a combien de jours? Il y a 5 fois 7, 35 jours. Donc, l'activité après 5 semaines va être de 5,66 microcuries. OK, si on le calcule. Donc, l'activité va avoir assez diminué quand même. OK? C'est sûr, au bout de 138 jours, donc à peu près l'équivalent de 4 fois 5 semaines, OK? Vous devriez avoir diminué de moitié l'activité. Donc, c'est normal que ça diminue quand même assez rapidement. OK? Donc, ça, c'est la réponse à C. Activité 5,66 millicuries après 5 semaines. OK? Alors, une application de la radioactivité, si on veut, ou du concept de demi-vie s'applique à la datation carbone 14. C'est une découverte de Willard Libby qui a réalisé euh, que constamment, il y avait du carbone 14 qui était fabriqué dans l'atmosphère. Donc, le carbone 14 est un isotope instable, ok, du carbone qui ne se trouve pas en quantité très très importante dans la nature. Ok. Euh, mais en comparant l'activité du carbone 14 dans un échantillon vivant avec un sel dans un échantillon mort, on peut avoir une idée de l'âge de cet échantillon-là. Donc, le principe, c'est que justement, dans la haute atmosphère, vous avez constamment des rayons cosmiques qui viennent bombarder l'atmosphère. Ça, on en a déjà parlé dans les cours précédents. Puis, ces neutrons-là vont entrer en collision avec des atomes d'azote 14, puis ça va fabriquer du carbone 14, puis un proton. Donc, dans le fond, c'est pas une désintégration en tant que telle, c'est plus une réaction nucléaire ou dans laquelle vous auriez un neutron qui entre en collision avec un azote 14 qui va donner un carbone 14 plus un proton. OK. C'est un 1. OK. Donc, ça respecte la conservation de la charge, ça respecte la conservation du nombre de nucléons. OK. Ce carbone 14-là est radioactif, puis une demi-vie de 5730 ans environ acceptée aujourd'hui. OK. Donc, ça veut dire qu'après 5730 ans, la moitié du carbone 14 va s'être désintégrée par, euh, voyons, par désintégration bêta. Pardon. Voyons. Donc, pourquoi le carbone 14 est important? Ben, c'est parce que la chaîne
alimentaire à l'échelle de la Terre est basé beaucoup sur le carbone. Donc, le carbone qui va entrer dans la haute atmosphère va s'oxyder en gaz carbonique, va se propager sur Terre sous forme de CO2, va être absorbé par les plantes. Ensuite, les plantes vont être mangées par les animaux, puis tranquillement, le carbone 14 va se répartir à travers l'ensemble de la chaîne alimentaire à l'échelle de la planète. C'est ça qui va faire en sorte que, en comparant, ok, parce que en comparant l'activité d'un organisme vivant, donc le taux de la radioactivité due au carbone dans un organisme vivant, en la comparant à celle d'un organisme mort, on va être capable d'avoir une idée de combien de temps ça fait que cet objet-là est mort. Parce que, évidemment, il va être stocké dans la matière vivante à travers la photosynthèse, puis la respiration, puis l'alimentation. Mais à partir du moment où l'organisme meurt, il va cesser d'absorber du carbone 14. Donc, tout ce qui va se produire, c'est que là, le carbone 14 va décroître de façon exponentielle, lentement, avec une demi-vie de 5730 ans. Donc, là, je ne parlerai pas de toutes les considérations au niveau par exemple, là, si vous allez voir la page de... Il y a beaucoup d'informations là-dedans, là, ici, là, sur la datation carbone 14. Euh, il y a des hypothèses qui doivent être faites, c'est de supposer que le taux de carbone 12 sur carbone, la quantité de carbone 14, évidemment, comme il y a toujours du rayonnement cosmique, il y a toujours du carbone 14 qui est produit en haute atmosphère. Donc, a priori, on pourrait supposer que ça a été constant dans le temps, qu'il y a toujours autant de carbone 14 qui a été produit en fonction du temps, mais c'est pas tout à fait vrai. Euh, ben, pas que le rayonnement cosmique a changé, ça, cette partie-là est restée vraie. Mais maintenant, on comprend mieux, par exemple, au début de l'industrialisation, on a brûlé énormément de charbon, puis de pétrole en général. Ça dégage beaucoup de gaz carbonique. Donc, la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente à cause de l'activité humaine. Mais ça ne produit pas du carbone 14, ça. Ça ne fait que, pardon, augmenter la quantité de carbone 12 dans l'atmosphère. Donc, tranquillement, à cause de l'industrialisation, la quantité de carbone 14 elle-même décroît parce que le carbone 14 est noyé dans une plus grande quantité de gaz carbonique, ok, non radioactif, produit de l'économie humaine, de l'activité humaine. Il y a aussi le contraste, c'est-à-dire quand il y a eu le développement de la bombe nucléaire dans les années, fin des années 50-60, là, à l'époque de la guerre froide, il y avait beaucoup de tests en haute atmosphère qui se faisaient. Donc, littéralement, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre, la France, tous des pays qui faisaient sauter des bombes nucléaires à la limite de l'espace. Ok, là? Donc ça, c'était les tests les plus attardés de l'histoire de l'espèce humaine. On faisait sauter des bombes nucléaires en haute atmosphère. Ces bombes nucléaires-là dégageaient un grand flux de neutrons qui vont justement augmenter artificiellement la quantité de carbone 14. Puis on voit même l'effet de ça ici. Donc, autour des années 60, la quantité de carbone 14 a augmenté drastiquement. On a interrompu les essais nucléaires en atmosphère, puis là, ça a recommencé à décroître tranquillement. Donc, ça vous donne une idée de l'influence de l'espèce humaine quand même ici. Ok. Donc, il y a quand même beaucoup de considérations là, à savoir est-ce que vraiment c'est constant dans le temps, tout le kit, là, mais ça, c'est une autre chose. Donc, comment concrètement réaliser ça? Vous allez fouiller si ça vous intéresse. Mais le principe est suivant. Donc, on va à partir du moment où l'organisme vivant va mourir, il va cesser d'absorber du carbone 14. Puis à partir de là, on a juste à comparer l'activité d'un échantillon vivant avec l'activité dans un échantillon mort comparable, puis d'établir le rapport d'activité entre les deux. Ça va nous renseigner sur l'âge de l'échantillon. Donc, on va faire un exemple ensemble. Exemple 13. On dit quelle est l'activité de 1 g de carbone dans un organisme vivant, sachant que le rapport C14 sur C12 et de 1,3 fois 10-12. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour chaque atome de carbone 14, vous avez essentiellement de l'ordre de 10 à la 12 atomes de carbone 12. Donc, vous avez 10 exposant 12 fois plus de carbone 12 que de carbone 14. Donc, c'est vraiment des traces microscopiques, là, infinitésimales. Okay?
Donc, quelle est l'activité d'un gramme de carbone dans un organisme vivant, sachant que le rapport carbone 14 sur carbone 12 est de 1,3 fois 10-12? Bien, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'on doit déterminer la quantité d'atomes qu'il y a dans d'atomes de carbone 14 qu'il y a dans un gramme de carbone. OK? Donc, dans un gramme de carbone, on a combien d'atomes? Pardon. Donc, on va faire la même chose qu'on avait tantôt. Donc, on prend la masse de l'échantillon, 1 gramme, multiplié par le nombre d'Avogadro, 1,6023 fois 10 à la 1,602 fois 10 à la 23. Pardon. On va ensuite diviser par la masse. Ben, ça, c'est des atomes par mol. Puis, on va diviser par la masse molaire du carbone, qui est 12 grammes par mol. OK? Donc, ça va nous donner 5,02 fois 10 à la 22 atomes de carbone dans 1 gramme de carbone. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une fraction de ça qui est sous forme de carbone 12, qui est de l'ordre de 1,3 fois 10-12. Donc, ça veut dire que le nombre d'atomes de carbone 14 est égal à 1,3 fois 10-12 fois le nombre d'atomes de carbone, 5,02 fois 10 à la 22. Donc, le nombre d'atomes de carbone 14 dans l'échantillon d'un gramme est de l'ordre de 6,5 fois 10 à la 10 atomes. Maintenant, si on veut évaluer l'activité, on sait que l'activité, c'est lambda fois n. OK? On a besoin d'avoir une idée du lambda. Le lambda, on a dit que c'est relié à la demi-vie. Donc, c'est le log de 2 divisé par la demi-vie. La demi-vie de notre échantillon est de 5000, du carbone est de 5730 années. Donc, ça me donne un lambda de l'ordre de 1,21 fois 10-4 par année. OK? Donc, ça me permet d'évaluer l'activité initiale. L'activité de mon 1 g de carbone, 1,21 fois 10 à la moins 4 par année, fois la taille de l'échantillon, 6,52 fois 10 à la 10. Donc, ça me donne une activité de 7,89 fois 10 à la 6. 7,89 fois 10 à la 6 désintégration par année. OK? Donc, comme il y a dans un an, il y a pi fois 10 à la 7 secondes dans un an. Okay, si vous le calculerez, c'est vraiment une des rares affaires que je connais par cœur. C'est juste une coïncidence, là, mais c'est nice pareil. Donc ça donne une activité de l'ordre de, on dit 7,89 fois 10 à la 6 divisé par pi fois 10 à la 7 secondes par année. Désintégration par année. Ça donne de l'ordre de 0,25 désintégration par seconde. Okay? Ou becquerel. Okay? Donc l'activité initiale, l'activité d'un gramme de carbone vivant, OK, est de l'ordre de 0,25 becquerel, OK, et constant. OK. Donc là où on peut dater des objets, c'est quand, par exemple, comme en B, on dit comparer, OK, l'activité d'un échantillon de bois trouvé sur un site archéologique à celle d'un échantillon vivant comparable. Quel est l'âge de l'échantillon? Ben, on sait que l'activité, c'est R0, l'activité décroît de façon exponentielle. OK? Donc, nous, on dit que l'activité de notre échantillon est 77% de l'activité d'un échantillon comparable. Donc, peu importe l'activité de l'échantillon, c'est ça qui est intéressant, la constante lambda vaut 1,21 fois 10-4 par année fois t. Tant que nos échantillons sont comparables, qui ont la même masse, en fait, on n'a pas besoin de déterminer le R0 en tant que tel. OK? Puis, pardon, on peut juste trouver tout de suite. On prend le log de chaque côté. Donc, on a le log de 0,77 est égal à moins 1,21 fois 10 moins 4 fois t. Puis, si on isole t, on va trouver que t est égal à peu près à 2161 ans. OK? Donc, c'est comme ça que fonctionne la datation carbone 14. Si vous allez prendre un échantillon
dont vous cherchez à déterminer l'âge. Vous allez chercher d'autre côté un échantillon comparable vivant. OK? Puis ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est comparer l'activité des deux. OK? Donc, vous mettez les deux dans un compteur Geiger, si vous voulez, puis vous essayez d'isoler l'activité du carbone. Ça ne doit pas être facile à faire en pratique, mais ça fonctionne bien. OK? Donc ça nous permet de remonter jusqu'à, je pense, autour de 15 000 ans à peu près, là, ça permet de remonter. Euh, Évidemment, là, c'est pas le seul système de datation qui existe. Par exemple, puis ça, c'est pas dans les notes, là, mais pour vous donner une idée, par exemple, tu sais, je sais pas, moi, les plus vieilles roches sur la Terre. OK, là, excusez, je cherche tout le temps en anglais parce que donc, on a des roches dans la baie du Son qui font 4,28 milliards d'années. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait pour dater des roches? OK? Donc, ça, tu sais, c'est le genre de questions que personne ne se pose. OK? On ne peut pas prendre le carbone 14. OK? Pourquoi? Ben, le carbone 14, ça prend des espèces vivantes pour utiliser la datation carbone 14, puis ça remonte juste à 15 000 ans à peu près. OK? Donc, comment on fait pour dater des roches? Ben, en fait, c'est que dans la roche, on va chercher des traces de substances radioactives. OK? Donc, par exemple, on sait que si on trouve des traces d'uranium, OK, mettons qu'il y a des capsules d'uranium qui sont dans une roche, ben, on sait que l'uranium se désintègre avec une demi-vie de l'ordre du milliard d'années. On connaît précisément la demi-vie de l'uranium. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter la quantité d'atomes d'uranium, puis on va compter la quantité de produits de désintégration de l'uranium, par exemple. Je dis l'uranium, mais ça peut être n'importe quelle substance qui se désintègre spontanément avec des demi-vies beaucoup plus grandes. OK? Donc, on va comparer la quantité de notre substance radioactive avec la quantité de ces produits de désintégration. Puis, imaginez là, que on sait que les produits de désintégration proviennent nécessairement de l'atome radioactif. Donc, sachant combien on a d'atomes qui sont désintégrés, on est capable de trouver combien il y avait d'uranium au départ. De là, on est capable de savoir combien se sont désintégrés. De là, on est capable de déduire combien ça a pris de temps pour que ça se produise, connaissant la demi-vie de la substance qu'on étudie. Donc, on va aller chercher des substances radioactives, mais qui ont des beaucoup plus grandes demi-vies, puis qui ne dépendent pas de l'activité vivante. Okay? Donc, c'est ça la grosse différence, c'est que le carbone 14, c'est vraiment applicable pour les espèces qui ont les organismes vivants, pardon. OK? Ça ne s'applique pas pour les organismes non vivants comme les roches, par exemple. Mais il y a d'autres techniques pour dater les roches. Souvent, ces techniques-là, en fait, je pense qu'ils sont pas mal toutes basées sur la radioactivité, justement. OK? Donc, ça fait un petit peu le tour pour la fin de ce que je voulais dire sur la radioactivité. Euh, pardon. Donc, c'était pas grand-chose, là. Mais la radioactivité décroît de façon exponentielle. Euh, c'est proportionnel au nombre de noyaux directement. Puis on a vu le concept de demi-vie aussi qui est important pour la suite. Donc merci.